l'entorse de cheville. C'est un phénomène assez large et fréquent pour du sportif amateur et lambda. Ça, c'est bon. Donc, l'entorse de la cheville, avant de démarrer sur le sujet, j'aimerais faire quelques petits rappels. Le pied, c'est un complexe articulaire qu'on va distinguer en différentes parties. L'arrière-pied, le médio-pied et l'avant-pied. Et il se compose de différentes articulations, dont les principales sont la syndesmose tibiofibulaire, qui en fait est l'union entre le tibia et le péroné, l'atalo-crural, qui est l'union entre le tibia et le talus ici présent, et la soutalienne, qui est l'union entre le talus et le calcaneus, auxquelles s'ajoutent d'autres articulations plus petites et plus en avant du pied. Ensuite, ce système articulaire est aussi composé de différents éléments pour permettre sa stabilité, à savoir les ligaments latéral externe, ici, qui est composé de 3 faisceaux, et le ligament latéral interne, qui est une nappe tissulaire. Associé à ce système ligamentaire, on va aussi associer un système musculaire antérieur avec les releveurs du pied, postérieur avec notamment le mollet ou triceps sural, latéral externe avec les éverseurs ou ce qu'on appelle aussi les fibulaires, et en interne avec notamment le tibial postérieur. Ce pied, il réalise plusieurs mouvements, à savoir la dorsiflexion, c'est-à-dire quand on relève le pied, la flexion plantaire quand on abaisse le pied, l'abduction quand on écarte le pied vers l'extérieur, l'adduction quand on amène le pied vers l'intérieur, la supination quand la voûte plantaire regarde vers l'intérieur, la pronation quand la voûte plantaire regarde vers l'extérieur. Et on va ajouter, ces 3 éléments vont former des mouvements complexes, à savoir l'inversion, qui est une addition de la flexion plantaire, l'adduction et la supination, et l'éversion, qui est la flexion dorsale, abduction, pronation. Maintenant, parlons de l'entorse. C'est une pathologie fréquente, comme je l'ai déjà dit, c'est plus de 6 000 cas par jour, soit un traumatisme pour 10 000 habitants. Ça touche donc du sportif amateur au sportif professionnel, des gens non sportifs de tout âge. Et il y a différents mécanismes survenus. Le premier, c'est le plus fréquent, c'est le mécanisme d'inversion. Et il va toucher préférentiellement le ligament latéral externe ici présent. Ensuite, de manière plus rare, il va se produire le mécanisme d'éversion. Et dans ce cas-là, on aura effectivement une atteinte du ligament latéral interne. Et enfin, on va ajouter un mécanisme qu'on appelle la flexion dorsale maximale, qui va associer flexion de genou et flexion de cheville. Et dans ce cas-là, on aura une atteinte du tendon d'Achille. Une fois que l'entorse est réalisée, on faut établir son critère de gravité. On va établir 3 grades. Mais il existe d'autres classifications, mais je me suis référée à celle-là. Dans le stade normal, on a toute l'intégrité des différents ligaments. Dans le grade 1, on a une élongation d'un ligament avec un œdème et une échymose qui sont modérés. Souvent, c'est justement le ligament talofibulaire antérieur ici présent. Ensuite, on a le stade 2 qui se caractérise par une déchirure partielle d'un ou plusieurs ligaments avec un œdème et une échymose plus importante. Enfin, il y a le stade 3 où là, dans ces cas-là, on a une rupture totale d'un ou plusieurs faisceaux et là où l'œdème et l'échymose sont très importants et diffus. Pour comprendre s'il y a une entorse, on va faire plusieurs tests. On va faire des tests cliniques spécifiques, à savoir le tiroir antérieur et le varus forcé. Donc là, il suffit de prendre la base du talon et la partie inférieure du tibia et du péroné et amener le pied vers l'avant et vers l'arrière. Ensuite, on va réaliser aussi le varus forcé qui reproduit le mécanisme de l'entorse. On va comparer cela avec le membre sain. Et si on constate une différence en termes de densité tissulaire et de qualité d'arrêt, on va établir un premier critère diagnostique. Cependant, il ne faut pas négliger d'autres diagnostics parce qu'associé à une entorse, on peut retrouver fréquemment des atteintes osseuses, notamment des fractures de la base du 5e métatarsien ou alors du dom-talien qui correspond au coup de pied ou alors du calcaneus qui est le talon. On peut avoir aussi d'autres atteintes articulaires parce que l'entorse, on la réfère sur l'entorse de la talocrurale la plus fréquemment, mais en fait, on néglige souvent la soutalienne, la médiotarsienne ou encore la syndesmose.
Enfin, on va avoir aussi des atteintes tendineuses avec des luxations des muscles éverseurs que j'ai cités précédemment, les courts et longs fibulaires, ou alors des ruptures tendineuses liées au tendon d'Achille. Et plus rarement, on peut avoir aussi une atteinte neurologique qui touche le sciatique poplité externe. Pour cela, on va réaliser d'autres examens pour exclure ces diagnostics différentiels. Je vous ai mis quelques exemples en vidéo. Tout d'abord, le test du diapason pour éliminer tous les signes de fracture. En fait, il s'agit de prendre un diapason et le praticien va taper contre la table pour créer un phénomène de résonance et ensuite le mettre sur les zones suspectes où il y a une suspicion de fracture. Si le patient réagit en disant qu'il a des douleurs, alors il faut aller faire un examen complémentaire. Donc là, il teste la malléole externe. Là, il teste la malléole interne. Ensuite, on a la manœuvre de Kiger qui, elle, est plus spécifique à la syndesmose, ce qui est, je rappelle, la jonction entre le tibia et le péroné et qui crée en fait une entorse qu'on appelle du ligament tibio-fibulaire distal antérieur. Si le patient présente un signe positif, c'est-à-dire douloureux en mettant le pied en extérieur, c'est qu'il y a probablement une atteinte de ce ligament. Enfin, on peut aussi effectuer la manœuvre de Thompson pour vérifier l'intégrité du tendon d'Achille. Il s'agit d'une manœuvre assez simple où il faut prendre le ballon du mollet, le comprimer, et si on a l'intégrité du tendon, alors le patient présente une flexion plantaire de cheville. J'ai déjà eu l'expérience sur un terrain à l'entraînement d'une joueuse de foot qui s'est rompu le tendon d'Achille. Je peux vous assurer qu'elle ne bouge pas du tout le pied, hein. Elle ne sent plus rien. Elle sent un gros crack et derrière, elle n'a plus du tout de sensibilité et c'est une urgence chirurgicale. Ensuite, on peut avoir aussi d'autres critères pour faire des examens complémentaires, à savoir les critères d'Ottawa. Si le patient présente une douleur soit au niveau de la malléole médiale ou latérale, ou alors encore plus spécifiquement sur certains os du pied, à savoir le naviculaire et la base du 5e métatarsien, ou encore il présente une incapacité à marcher normalement dans les 4 premiers pas après le traumatisme ou au moment de l'examen clinique, il faudrait l'orienter vers une radiographie. D'autres examens sont possibles, comme l'échographie, l'arthroscanner ou l'IRM. Mais dans tous les cas, et je le répéterai jamais assez, il faut aller consulter un professionnel et lui-même sera à vous orienter vers l'examen nécessaire. Dans le cas de l'entorse, on peut aussi avoir plusieurs complications. La première, la phlébite, la thrombose veineuse profonde. Dans ce cas-là, il faut être quand même très vigilant. Si le patient présente une douleur du mollet avec un gonflement, une rougeur, une inflammation, un œdème, une légère fièvre, c'est une urgence. Il faut appeler absolument un médecin ou un phlébologue pour peut-être faire un échodoppler. Ou alors, un autre phénomène qu'on néglige aussi, c'est le syndrome douloureux régional complexe ou algoneurodystrophie. Dans ces cas-là, la cheville est très inflammée et douloureuse pendant un certain temps, avec des phases chaudes et phases froides. Enfin, on peut avoir aussi des complications plus tardives en cas de rééducation mal effectuée ou alors déjà des faiblesses présentées par le patient, des chevilles douloureuses et instables. Les facteurs de risque de l'entorse sont multiples, la fatigue, le traumatisme direct, ou alors si c'est justement une qualité de terrain mauvaise, mais aussi on peut ajouter l'indice de masse corporelle ou alors des capacités de réaction musculaire ou des faiblesses musculaires. Quand il y a un mécanisme d'entorse, comment agir? Avant, on effectuait un protocole qui s'appelait RICE, pour Rest, Ice, Compression, Elevation. Aujourd'hui, avec les nouvelles études, on a établi un nouveau protocole qu'on appelle Peace and Love. C'est assez facile à retenir. Mais pour protéger, il faut immédiatement protéger l'articulation qui a été atteinte. E pour élever, pour réduire l'œdème. A pour anti-inflammatoire, parce que souvent on a tendance à donner dans les premiers temps un anti-inflammatoire au patient, mais c'est la plus mauvaise chose à faire. Parce qu'au moment d'un traumatisme, il y a de l'inflammation, il faut qu'elle se produise parce que ça va favoriser la cicatrisation derrière dans les jours suivants. Donc, si on stoppe ce phénomène, obligatoirement, les délais vont être un peu rallongés. Ensuite, compression, toujours dans l'idée de réduire au maximum quand même l'œdème. Éducation,
C'est-à-dire que souvent, les patients, au moins de choc, ils veulent faire IRM, des examens qui sont inutiles. Donc, on va leur apprendre à réaliser les bons gestes au bon moment et surtout ne pas s'affoler. Ensuite, pour love, on a load parce qu'en fait, il faut mettre en charge. Souvent, on a tendance à vouloir décharger à tout prix. Dans les années 80-90, c'était même pas rare de voir des plâtres ou des grosses béquilles où le patient ne devait pas appuyer. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour favoriser une cicatrisation, il fallait appuyer, mais dans la limite de la douleur du patient. C'est-à-dire que s'il a ultra mal et on ne va pas le faire appuyer au maximum de ses capacités, on va lui demander de décharger et de trouver le bon compromis. Ensuite, O pour optimiste. Pourquoi? Parce qu'une entorse, ce n'est pas grave en soi. Il faut juste être patient, faire les bons gestes, les bonnes choses pour bien récupérer. V pour vascularisation. Encore une fois, les études ont montré qu'il faut vasculariser les zones au maximum. Donc, il ne faut pas s'arrêter de faire de l'activité. Et on en vient aux exercices. En fait, on va ramener le patient vers des exercices assez rapidement pour favoriser le retour à la normale. Ensuite, face à ça, une fois qu'on a réalisé cette première phase, souvent le patient il vient en rééducation. Donc là, j'interviens en cabinet sur ça. Comment j'interviens? En fait, c'est assez simple. Donc le patient présente une ordonnance plus ou moins détaillée par le médecin avec plus ou moins d'examens réalisés. Moi, je réalise un premier bilan où je lui demande comment ça lui est arrivé, est-ce que c'est la première fois, est-ce qu'il a mal et dans quel état émotionnel il était ce jour-là. Parce que j'accorde beaucoup d'attention aussi à comment il l'a vécu et comment il était ce jour-là. Parce que je pense que ça ajoute beaucoup sur les facteurs de risque dans les traumatismes. Une fois que j'ai fait ça, j'établis un bilan de l'articulation en elle-même. Je regarde s'il a des bleus, s'il est gonflé, si ça bouge bien et tout ça. Et à partir de ça, j'établis mes objectifs de traitement avec lui. Je lui exprime tout ce que je trouve et je lui exprime comment on va évoluer ensemble. Donc, quand on a des douleurs et des œdèmes, je lui demande de réaliser de la glace tous les jours quand il peut, faire des cataplasmes d'argile, utiliser des huiles essentielles et des bandages compressifs si possible. Après, moi, en cabinet, je réalise des massages, du crochetage, de la pressothérapie. Tout dépend de l'état de la cheville, évidemment. Une fois ce stade-là passé, je réalise aussi des mobilités articulaires parce qu'il n'est pas rare de constater que suite à une entorse, on a une perte de mobilité du patient, de différentes articulations du pied. Donc, je vais aller les mobiliser spécifiquement ou de manière plus globale pour redonner une liberté articulaire à l'ensemble et favoriser une cicatrisation harmonieuse. Et enfin, je demande aussi au patient de travailler lui-même ses mobilisations par des exercices simples et assez efficaces. Une fois ces deux étapes réalisées, je vais passer donc en travail musculaire et proprioceptif, qui consiste à travailler l'équilibre tout simplement. D'abord d'une manière analytique, voire plus spécifique, et après plus fonctionnelle. Et j'ai sorti une vidéo de YouTube, donc je remercie d'ailleurs les gens qui ont fait des vidéos sur ça, parce qu'elles sont pour certaines vraiment bien réalisées. Donc voici un exemple de ce qui peut se produire autour de la cheville. Donc le premier axe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la mobilité. Donc là, le patient réalise lui-même ces gestuels-là. Il va aller contre le mur essayer de toucher avec son genou, ce qui lui fait travailler la flexion dorsale de cheville. Les répétitions et les séries, c'est très indépendant et patient dépendant. Je varie. Donc là, c'est écrit parce que c'est une vidéo que j'ai trouvée, mais ça peut vraiment varier d'un sujet à l'autre. Là, pareil, il continue de travailler la flexion dorsale et la souplesse du mollet. Ensuite, voilà, on travaille sur le renforcement spécifique, comme j'ai cité précédemment. Il va travailler ce qu'on appelle les muscles intrinsèques de la voûte du pied. Les éverseurs ou fibulaires. Il peut faire ça aussi bien assis que debout, selon des méthodes spécifiques. Les releveurs.
la proprioception. Donc, tout ce qui est équilibre. Au début, c'est assez facile et j'augmente la difficulté en fonction de ses possibilités et de son activité sportive. Là, dans ce cas-là, je crois que c'était un handballeur dans la vidéo. Donc, le praticien a orienté sa proprioception selon les modalités que le handballeur peut rencontrer dans l'activité. En utilisant différentes parties du corps pour impliquer un déséquilibre de la cheville. Par exemple, là, il réalise un squat unipodal associé à la gestion. Sur celle-là, il va faire intervenir le tronc, puisqu'on sait que le handballeur, il va chercher de grandes amplitudes pour aller tirer. Et aussi, on peut travailler les qualités de pied. Alors, cette partie-là, je l'aime beaucoup parce qu'on la néglige particulièrement. Pourtant, c'est hyper important pour les capacités de réaction et limiter les facteurs de risque de l'entorse. Donc, il s'agit d'exercices simples comme des cloche-pieds, des pieds joints selon différentes formes, deux pieds, un pied. Des fois, j'amène des signaux visuels ou auditifs pour le faire changer de direction assez rapidement. Et enfin, un aspect préventif avec le tendon d'Achille et le mollet, parce que je constate fréquemment qu'en cas d'entorse, on a des limitations en flexion dorsale, ce qui implique que le mollet est souvent raide et ça peut créer par la suite des tendinites, même si j'aime pas trop ce terme, plutôt tendinopathie d'Achille, donc l'inflammation du tendon d'Achille. Et dans ce cas-là, je préfère prévenir ce risque-là post-entorse. Donc, je demande aux patients de réaliser spécifiquement des étirements et un renforcement qu'on appelle excentrique du mollet. Une fois la rééducation réalisée et que le patient peut retourner aussi dans son activité, on va avoir un peu un aspect préventif pour éviter que cette entorse revienne. Donc, je lui donne des fiches qu'il peut garder avec lui ou même des vidéos. Et voici un exemple de ce qu'il peut réaliser en utilisant, par exemple, pour la mobilité, un foam roller. C'est un rouleau de massage. Là, il va travailler tout ce qui est mobilité musculaire. Enfin, il va s'orienter sur la mobilité musculaire de différents groupes. Là, on a le mollet et les fibulaires, par exemple. La mobilité de la cheville dans tous les sens. Ensuite, on peut utiliser aussi les sangles élastiques, toujours pour travailler cette flexion dorsale souvent limitante. Il n'est pas rare que les patients me signalent une gêne comme si c'était une douleur en barre sur l'avant-pied. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la travailler avec eux pour qu'ils comprennent pourquoi ça fait mal. Ensuite, on va toujours passer sur du renforcement. Au préalable, ils l'ont fait avec moi en rééducation, mais je leur rappelle que pour entretenir ce qu'on a gagné, ce qu'on a obtenu en termes de force musculaire et de qualité musculaire, il faut continuer de l'entraîner. Donc, il y a des exercices qui sont assez simples et reproductibles avec ou sans matériel d'ailleurs. Donc, renforcement des éverseurs, des inverseurs, des mollets. Ensuite, toujours pareil, continuer le travail de l'équilibre de la proprioception. Je leur demande souvent, quand ils se brossent les dents ou quand ils sont en cuisine, de le faire sur une jambe. Et après, de faire des petits exercices de temps à autre pour continuer de travailler cette stabilité. Comme vous pouvez le constater, on peut utiliser du matériel ou non. Tout dépend de ce qu'on peut avoir chez soi. Dans le cas de la troisième vidéo,
Il utilise des plots et ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est d'utiliser encore une fois plusieurs signaux différents, les yeux ouverts, les yeux fermés, des signaux avec des couleurs ou alors des signaux auditifs en leur disant je veux que tu aies ta jambe à droite ou à gauche, en leur faisant varier au plus vite et pour avoir des capacités de réaction associées. Et enfin, après les séances, pas dans l'immédiat, je leur demande de réaliser des étirements toujours pour entretenir une certaine souplesse de tout l'appareil du pied. Donc, étirement des mollets selon deux manières, soit le talon dans le vide, soit collé au sol contre le mur. Ou alors là, c'est les étirements des éverseurs en amenant le pied vers soi, notamment les orteils. Ou enfin, étirer toute la loge antérieure de la jambe qui est souvent aussi récalcitrante. La durée, c'est 10 secondes à 2 minutes. Il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet. Enfin, une fois toutes ces étapes réalisées, je demande aux patients d'intégrer potentiellement des exercices spécifiques dans les échauffements, toujours dans un but préparatif et limiter les risques de récidive. Donc, je vous donne un exemple de ce que j'ai demandé à un patient de faire. Mouvement circulaire de cheville pour travailler la mobilité. Flexion dorsale comme pour travailler tout à l'heure en rééducation. Stimulation des intrinsèques. Les releveurs des orteils. Intégrer dans un geste plus global, type squat. Reproduire des schémas de course, par exemple, aussi pour l'équilibre. Là, il a l'obligation de dissocier les deux ceintures, c'est-à-dire bassin et épaules. Reproduction d'un geste sportif. En l'occurrence, c'était un joueur de foot, donc là, j'ai demandé de réaliser plus ou moins un shoot. Et après, je lui redemande de retravailler sa marche en associant un gainage haut de corps. Parce que souvent, on constate que quand je demande ça, ils perdent vite l'équilibre parce qu'on oublie que le gainage, c'est de la tête aux pieds, c'est pas qu'une zone. Et après, je le finis sur de la fréquence. Mais ceci n'est qu'une liste parmi d'autres. Il y a plein d'exercices. Là, j'ai fait ça de ce type-là, mais je peux créer d'autres exercices selon les spécificités de la personne. Enfin, concernant les discussions qu'on peut avoir sur le sujet et qu'on me demande souvent en cabinet, déjà la prise en charge, toujours s'orienter vers des professionnels de santé, c'est hyper important pour moi pour avoir le bon diagnostic et la bonne orientation en termes de traitement. Les délais, alors ça c'est vraiment le maître mot des patients. Combien de temps ça met? Moi, je ne leur dis pas de date. Souvent, je leur dis dans mon vécu et mon expérience, je leur dis entre 1 et 3 mois. En plus, tout dépend évidemment de la lésion. Donc, si c'est une lésion de grade 1, évidemment, c'est 3-4 semaines. Mais si c'est une déchirure totale, ça peut être 3-4 mois. Donc, c'est pour ça que le 1 à 3 mois, pour moi, est plutôt cohérent avec la physiologie ligamentaire. Mais toujours pareil, je dis, c'est personne dépendante et il y en a qui vont me récupérer 2 fois plus vite alors qu'ils ont une lésion plus importante que quelqu'un qui s'est juste foulé la cheville. Et de la même manière, on me pose souvent la question sur la telle et le strapping. Je leur demande de le garder, de le faire et de la garder quand ils ont des douleurs et progressivement amener à un sevrage. Pourquoi? Parce qu'il faut que le système musculaire et ligamentaire s'approprie les bonnes données, les bonnes informations. Et en mettant un adjuvant comme l'attelle ou le strap, en fait, ça ne travaille pas. Et du coup, on s'adapte avec ça et on se conforte avec ça, on se sécurise avec ça. Mais dans la vraie vie, on ne va pas se faire des straps tous les jours. Il faut que ça bouge, quoi. Pour moi, le mouvement, c'est la vie. Donc,
À partir du moment où toutes les données sont au vert, je pense qu'il faut commencer à penser à oublier tous ces ustensiles. Mais je considère quand même qu'il faut le garder en tête quand il y a une reprise sportive et tout ça. Au début, il faut en mettre pour que le patient ait conscience que tout va bien et qu'il va tendre que vers le bien, quoi qu'il arrive. Et l'autre facteur majeur, justement, c'est quand c'est que je reprends, ben, souvent, quand on sent que ça va bien, on veut reprendre, mais sauf que c'est pas encore totalement cicatrisé et là, il y a un risque de récidive énorme. Donc, je dis toujours aux patients, il vaut mieux une semaine ou deux de plus que plutôt que 4 semaines de rééducation supplémentaire. En conclusion, ben, la cheville, c'est très important parce que s'il ne faut pas oublier, le pied, c'est le premier appui au sol. Et donc, une cheville qui est déjà lésionnelle, derrière, va entraîner des répercussions énormes sur d'autres articulations. Et il ne faut pas donc négliger aussi bien le diagnostic différentiel que le diagnostic de gravité pour sa réhabilitation, mais aussi ne pas oublier à bien la traiter pour éviter les compensations au-dessus. Par exemple, une mauvaise positionnement articulaire va entraîner des rotations au-dessus d'un genou, qui peut entraîner donc plus tard des lésions de croisés, et ça se répercute jusqu'au cervical. Hein. Tout est adaptatif, tout est lié par différents systèmes. Donc, pour moi, tout est à prendre en compte dans une rééducation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Élodie, pour cet exposé très documenté, très pratique. L'anatomie, il est nécessaire d'en reparler au début pour situer le débat. Et la partie la plus importante pour le public, c'est certainement celle qui a été développée avec ces très nombreux exemples, avec une très belle iconographie. Bravo pour le travail et merci du travail fourni Merci. qui a vraiment été très explicite. Est-ce que dans la salle, on va l'appeler comme ça, est-ce que des questions apparaissent tout de suite? Bonjour, madame. Merci pour votre exposé. Voilà, j'ai fait trop de marches et dans mon tendon d'Achille gauche, j'ai une espèce de dureté au niveau du tendon. Et depuis maintenant le mois d'octobre, et j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, je voudrais savoir si je vais avoir ça jusqu'à la fin de ma vie ou si ça va disparaître progressivement. La première question, est-ce que vous avez consulté un médecin? Oui, j'ai consulté un médecin qui m'a fait faire de la kiné, qui m'a fait faire tout un tas de… Voilà. Mais la kiné, ça ne fait quasiment rien. Et j'avoue que lorsque je marche, bon là comme maintenant j'ai pas mal quand je marche pas, mais dès que je marche un petit peu, que je fais une rando, je reviens, j'ai le tendon qui est un petit peu, qui me fait mal. Et est-ce que vous avez fait des examens complémentaires aussi ou pas, type échographie, IRM, Oui, tout justement? à fait, tout à Et fait. est-ce qu'ils ont trouvé des nodules ou des choses de ce type? Qu'est-ce qui a été invoqué par le diagnostic? Bah, écoutez, ils m'ont dit que j'avais une grosse boule, enfin une inflammation, mais que bon voilà, il fallait alors soit avec des trucs avec un marteau, vous savez Oui, les ondes de choc. des ondes de choc, mais ça m'a strictement rien fait. Bon, alors ça fait depuis maintenant 6 mois. Bon, je dois partir marcher là, avec mes petits enfants. J'espère que ça va pas s'aggraver, hein, parce que je dois faire une partie d'un chemin dans le Lot. Donc, je me demande si en revenant, je n'aurai pas trop de difficultés. Alors, y répondre à distance, c'est compliqué par rapport à ce que vous me présentez, parce que moi, j'ai toujours besoin de voir la personne avec mes mains. Mais je ne pense pas que ce soit impossible de récupérer. Maintenant, il faut faire les bonnes choses au bon moment et surtout être patient, parce que le terme patient est pour moi le mieux trouvé dans le sens où il faut accepter de prendre du temps pour soi et de faire les choses avec des étapes. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas avec vous et malheureusement, je ne peux pas vous dire si ça va mettre encore plus de temps ou pas parce que je suis incapable d'avoir évalué la situation. On m'a parlé qu'on pouvait peigner le tendon d'Achille. Oui, mais c'est vraiment un dernier recours. Ça. Avant, il y a quand même beaucoup de choses à faire, aussi bien en kiné, peut-être en physiothérapie, en mésothérapie, en PRP. Je veux dire, le peignage, c'est quand même une opération chirurgicale. Donc, je pense qu'il y a quand même autre chose à faire avant ça.
D'accord. Écoutez, merci pour ces renseignements. J'espère que ça ira mieux. J'espère pour vous aussi. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose à ce qu'a dit Élodie, qui était très juste, très prudent, il est difficile d'envisager une thérapeutique pour un kinésithérapeute, pour un rhumatologue, sans avoir un diagnostic établi préalable. Donc, vous posez une question difficile, que faire? J'ai mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait un diagnostic, on l'affine, on voit le stade où vous en êtes de cette tendinopathie. Il y a plusieurs stades dans les tendinopathies, et donc il faut effectivement voir quelqu'un, pas uniquement un imageur, pas uniquement un radiologue qui fait l'image, mais qui n'a pas obligatoirement un sens clinique. Il faut voir un clinicien, un médecin généraliste spécialisé dans le sport, enfin du moins qui a l'habitude de voir des sportifs, un rééducateur, un rhumato, éventuellement un orthopédiste, en sachant que les orthopédistes sont des chirurgiens. Donc, par définition, ils proposent plus de la chirurgie rapidement. Mais il faut faire un diagnostic d'abord. Il faut établir le diagnostic. Et je comprends Élodie qui ne s'est pas avancée dans la thérapeutique parce qu'on ne peut pas faire une thérapeutique comme ça, proposer une thérapeutique sans avoir plus de précision. Vous comprenez? Tout à fait, tout à fait. Avez-vous d'autres questions? Élodie, je vais vous en poser plusieurs, si vous le voulez bien. Vous essayer de débloquer peut-être les hésitations au questionnement. Vu du côté du patient, du sportif ou non sportif, quels peuvent être les signes de gravité d'une entorse de cheville? L'œdème, l'ecchymose, la douleur associée, la sensation de craque potentiellement. Il y a plein de facteurs pour moi. Et après, il faut faire attention aux patients qui s'écoutent beaucoup. Alors ça, il y en a qui sont hyper anxieux dès que ça tourne un peu. Alors, évidemment, dès qu'on a des signes évidents d'œdème, il faut prendre en considération ces signes visuels parce que c'est pour moi les plus importants. Bien sûr. Effectivement, la douleur est quelque chose de très personnel. La sensation de douleur et l'expression de la douleur est très individuelle, donc on ne va pas obligatoirement se fier à la douleur. Mais un hématome qui apparaît immédiatement, dû à la rupture d'une petite artériole qui est sur le faisceau du ligament latéral externe, est assez significatif, comme vous l'avez dit, d'une entorse potentiellement grave. En dehors de la douleur, de l'hématome, la raideur qui s'installe est-elle significative de quelque chose? Pour moi, c'est souvent de la raideur pour justement protéger l'articulation atteinte et limiter justement que cette douleur flambe et mettre le système en protection le temps qu'on puisse récupérer progressivement les amplitudes et que ça cicatrise tout simplement. Bien sûr. Vous avez très bien expliqué les schémas de prise en charge, et notamment le LOVE à la fin, LOVE, qui correspond à ce que l'on appelait avant en rhumato le traitement fonctionnel de l'entorse, c'est-à-dire une reprise rapide en respectant la douleur et la symptomatologie, mais une reprise, une non-immobilisation complète. Et vous avez insisté sur le fait de ne pas immobiliser de manière permanente et prolonger l'immobilisation qui est encore malheureusement proposée, une immobilisation d'une entorse de cheville trop importante et prolongée risque d'être un facteur très défavorable pour l'avenir. C'est une évidence pour moi, les patients qui gardent leur attelle parce que justement ils ont peur de reposer, c'est ceux les plus douloureux à la reprise des exercices. Et c'est ceux avec lesquels j'ai plus de difficultés à retrouver une mobilité et une absence de douleur sur les exercices. Bien sûr. Et donc, une entorse de cheville avec un diagnostic établi par un professionnel et non pas uniquement sur une sensation, une entorse de cheville qui est immobilisée pour éviter les mouvements latéraux, mais qui permet malgré tout la flexion, une petite flexion extension, peut reprendre une marche, n'est-ce pas? Oui. Et doit reprendre une marche. Il doit reprendre une marche, mais qui reste dans un seuil douloureux qui, lui, a déterminé. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, la prise en charge d'une entorse de cheville dépend à la fois du patient
qui doit s'exprimer, mais également du professionnel qui voit le patient pour déterminer la nécessité d'examen complémentaire ou non. Et, et l'échographie dans l'entorse de cheville, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. Quand est-ce qu'il faut la faire, d'après vous? Est-ce qu'il faut la faire rapidement? Moi, par expérience, encore une fois, et après discussion avec certains médecins, il est plutôt conseillé de le faire 2 à 4 jours après, le temps que le saignement se soit arrêté, pour vraiment objectiver les structures atteintes. Oui, et de l'autre côté, si on attend trop longtemps, il y a une espèce de délai qui gêne l'interprétation. Donc, effectivement, 2-4 jours, c'est le délai effectivement qui est souvent préconisé. Mais c'est pas qui est-ce qui doit décider de ça? C'est le professionnel de santé. Pour moi, c'est le médecin. Moi, je suis là que pour orienter. Si quelqu'un vient me dit je me suis foulé la cheville, effectivement, j'établis déjà mes premiers diagnostics cliniques que j'ai montrés. Et j'envoie un message à un médecin que je peux côtoyer, ou alors je dis au patient, vous allez voir un médecin, je fais cette lettre-là, j'ai trouvé tel signe positif, j'aimerais qu'il aille investiguer, voir ce que vous avez. Moi, je ne suis pas apte à dire il a une entorse, ce n'est pas mon métier. C'est le médecin qui détermine un diagnostic, ce n'est pas le kiné. Oui. Et dans le milieu sportif, j'ai quelques cheveux blancs et c'est l'expérience qui fait dire ça. Dans le milieu sportif, il y a à la fois ceux qui ne résistent pas à la douleur, qui veulent reprendre trop rapidement. Il y a il y a les sportifs qui négligent et qui laissent passer une entorse qui devrait être prise en charge de manière plus fonctionnelle et plus utile. Et puis, effectivement, il y a l'immobilisation prolongée qui est dangereuse. Vous avez insisté sur le fait de ne pas vouloir prendre des anti-inflammatoires trop précocement. Effectivement, parce que l'inflammation est une chose importante. Est-ce qu'on ne doit pas insister sur le glaçage dès le début, le plus rapidement? Ah, bien sûr, mais moi, je leur dis toujours au maximum 10 à 15 minutes avec potentiellement des cataplasmes d'argile, des bains écossais chaud-froid pour alterner et pour faire augmenter cette vascularisation qui est nécessaire à une bonne cicatrisation. Avec des chaussettes bouclettes pour éviter le contact direct de la glace et de la peau. Exactement, oui, parce qu'il y en a certains qui s'amusent à mettre la glace directement et puis je me retrouve avec des brûlures sur la peau alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, 20-30 minutes de glaçage, 15-20 minutes déjà, pour moi, c'est déjà très bien parce qu'on peut le faire devant la télé, on peut le faire pendant un repas. Ce n'est pas une perte de temps, en fait. Que quand ça dure longtemps, les gens ils se disent je ne peux plus rien faire à côté. Bien sûr. Et il ne faut certainement pas avoir un glaçage permanent, renouveler la glace de manière permanente. Il faut fractionner les glaçages 3-4 fois dans la journée. Exactement. Très bien. Alors, j'ai peut-être un petit bémol sur l'immobilisation. Vous avez dit pas trop d'immobilisation, reprendre l'activité physique. Parce que en fait, c'est en travail. Le sport, c'est la vie, et la vie, c'est pas l'immobilisation, j'ai bien entendu. Mais de l'autre côté, il faut malgré tout éviter les récidives. Oui, mais je le dis qu'au début, il faut avoir une contention, quelle qu'elle soit, mais que progressivement, une fois que le patient est rassuré et qu'il ne présente pas de douleur, que le travail musculaire associé a été effectué, progressivement, on va lui faire sevrer ses straps sur certaines parties de l'entraînement jusqu'à un sevrage total, en fait. Le strapping au début, enfin, dans la phase précoce après l'entorse, le strapping avec le strap, vous le faites remonter jusqu'où? En général, la partie inférieure du tibia. En fait, ça dépend déjà si le patient il peut le supporter, parce qu'un strap hyper compressif, ce n'est pas supporté par tout le monde. Certains disent qu'ils ça les sert trop et qu'ils ne supportent pas, donc ça sert à rien de leur faire dans ces sensations-là et peut-être le réduire dans ces cas-là. Donc, ça dépend vraiment du besoin du patient par rapport à l'immobilisation initiale. D'accord. Je vais te raconter une anecdote au sujet du strapping. Vous connaissez tous Carole Caparros, qui a été le kiné du RCT et qui a donc une grosse expérience du strapping chez les sportifs de très haut niveau et qui sont issus d'hémisphères différents. Et pour
parlait de la différence qu'il y a entre les praticiens et les habitudes de chacun. Et il me parlait d'un rugbyman de très haut niveau, dont je tairai le nom, qui a un strapping très particulier, qui ne veut que ce strapping-là, il ne veut pas un strapping différent, et s'il est différent, il l'enlève et il le refait à sa manière. Et il fait un strapping, lui, qui est très serré. Alors, c'est un sportif de très haut niveau, il a une cheville qui ne tient plus, qui ne tient que parce qu'il y a un strapping, mais il y a des techniques un petit peu différentes, et quand j'avais fait Traumato du sport, nous, on faisait faire des strappings qui remontaient très haut, presque sur la tête du péroné. Oui, pour augmenter le bras de levier, oui. Oui, pour augmenter le bras de levier. Alors, comment éviter les récidives en dehors de ce que vous avez défini? Est-ce que vous pouvez réinsister sur l'importance de la rééducation pour éviter les récidives? Si elle est entre guillemets mal faite, effectivement, le risque de récidive s'est augmenté parce que le patient n'a pas acquis toutes les capacités musculaires de réaction et de force musculaire nécessaires au maintien de la cheville dans les bonnes dispositions articulaires. Et j'insiste souvent sur le fait que, évidemment, il faut venir en séance, qu'il faut faire le nécessaire parce que sur le long terme, si c'est mal rééduqué, l'apparition de la cheville instable et douloureuse, ça arrive. Et aussi la laxité ligamentaire. Et dans ce cas-là, le risque de récidive va augmenter avec le fil du temps, tout simplement. Bien sûr. Et est-ce que, selon vous, selon votre expérience, les entorses instables sont fréquentes dans les suites, les chevilles instables sont fréquentes dans les entorses de cheville? Pour ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Je peux tout avoir. Je pense que tout dépend aussi des qualités tissulaires de la personne d'une manière globale. Oui. Dans mon expérience, puisque malgré tout, je suis bien obligé d'en parler un petit peu, ça dépend beaucoup de la qualité, de la prise en charge de la rééducation dans les suites de l'entorse et de la volonté du patient de faire réellement sa rééducation proprioceptive. Il l'a fait bien, il l'a fait régulièrement, il a moins de récidive, il l'a fait mal, il est mal conseillé, il l'a fait de manière espacée une fois par semaine, le dimanche matin, après la messe, et il va recommencer. Après, cette rigueur-là, pour moi, elle appartient à toutes les rééducations, quelles qu'elles soient. Si le patient il est acteur de sa santé, pour moi, la récupération, ce sera la meilleure possible. S'il n'est pas acteur de sa santé, il est passif et qu'il attend qu'on lui fasse le travail, alors ça ne sert à rien. Il aura des risques de récidive majorés. Bien sûr. Est-ce qu'on a débloqué des questions dans les auditeurs? Oui, moi je voudrais encore vous poser une question. Oui. Quand on est en randonnée et qu'une personne, disons, se fait une entorse, quelles sont les premières opérations à faire? Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le peace and love. Donc, c'est protéger l'articulation, glacer, élever, regarder si… On est en pleine campagne, on est dans la montagne, enfin, on est, je ne sais pas où, peu importe, on est dans le Var, sur un chemin caillouteux, quelqu'un tombe et il dit « Oh, je me suis fait une entorse ». Donc, la glace, il n'y en a pas. Voilà, déjà mettre en protection l'articulation, quoi qu'il arrive. Donc le patient ou la personne, pour l'instant, on la laisse assise. Après, il faut voir si ça gonfle ou pas. Moi, je conseillerais d'appeler les pompiers. C'est la meilleure des solutions. Parce qu'on n'est pas apte à juger, quand on n'est pas professionnel de santé, du critère de gravité, à part ce qu'on a dit tout à l'heure, l'œdème et l'échymose. Et si le patient il sent pas ses orteils, s'il a quelque chose qui pourrait caractériser quelque chose de dangereux, autant appeler les pompiers, c'est eux qui agiront dans l'urgence. Si vous êtes encadrant d'une activité sportive, d'une activité de marche, il existe des packs de glace, des packs qui se combinent. Exactement, des produits chimiques. Moi aussi. Pardon? J'en ai de ça avec les joueurs. Ce sont des produits chimiques que l'on écrase et puis ça fait de la glace. Non, en fait, c'est des packs qui sont… et que quand vous tapez dedans, la glace arrive, en fait. Tout simplement. C'est vraiment des petits packs. C'est deux produits chimiques qui se mélangent quand on les percute et ça produit du froid de manière intéressante et un froid qui ne persiste pas très longtemps, mais qui au moins aura l'avantage de calmer la douleur
et d'éviter peut-être un début de saignement. Mais c'est un petit peu volumineux. C'est l'équivalent de voilà, d'un truc comme ça. Et vous connaissez sans aucun doute. Mais quand je marche avec des copains, j'ai toujours un rouleau de Strapal dans le sac pour immobiliser parce que ça aide quand même. D'accord. Si j'ai bien compris, en définitive, c'est la rééducation le plus important, une bonne rééducation, sinon on obère tout son avenir. Exactement. Enfin, pour moi, en même temps, je suis dans le métier, donc je ne pourrais pas dire l'inverse, mais effectivement, par constatation, ça va faire bientôt 10 ans que je suis diplômée en kiné. Quelqu'un qui s'est mal rééduqué, je le revois dans les mois suivants. Quelqu'un qui a fait une bonne rééducation, je le revois quasiment pas. Je pense que c'est un point sur lequel il faut vraiment insister parce que je crois que les gens veulent reprendre rapidement leur activité, écourtant la rééducation. Et puis, effectivement, comme vous dites, je crois que la cheville ne tient pas et on se retrouve à nouveau tombé. Et puis c'est un cycle infernal. C'est ça. Là, j'ai un exemple. C'est un joueur de paddle, tennis, qui s'est fait une lésion musculaire du mollet. Il est hyper actif. Il a été ancien footballeur professionnel. Il n'a qu'une envie, c'est de reprendre le paddle. Et il part en Espagne dans 2-3 semaines et il dit je suis avec le 7e meilleur joueur mondial de paddle, j'ai envie de jouer et tout ça. Je sais que celui-là, il va falloir que sur les 3 semaines que j'ai, il faut lui faire prendre conscience qu'il ne va pas falloir faire n'importe quoi dans 33 semaines. Parce que s'il joue à haute intensité avec un tel joueur, le risque de récidive de la lésion du mollet, elle est multipliée par 2, par 4. Et dans ce cas-là, les délais pour récupérer vont être plus longs et il va avoir des douleurs récalcitrantes. Il va créer une faiblesse tout simplement. Donc, effectivement, c'est vraiment ça l'enjeu avec les patients qui sont hyper actifs, c'est de leur dire, c'est pas parce que vous avez plus mal que c'est guéri. Et ça arrive fréquemment aussi pour les lésions de croisés où il y a des stades où les gens ils vont bien, mais c'est pas guéri, quoi, parce qu'il y a des phases de fragilité qu'il faut prendre en compte dans une rééducation. Effectivement, quel que soit le niveau de pratique sportive, l'encadrement médical et paramédical est fondamental parce que même chez les très grands sportifs qui connaissent très bien leur corps et mieux peut-être que le médecin du sport ou le rhumato qui est à côté, ils ont parfois des fausses attitudes, des mauvaises attitudes. Et il faut vraiment un conseil éclairé chaque fois. Et effectivement, comme l'a très bien montré Elodie avec de très belles diapositives et de très belles séquences, la rééducation est indispensable dans les entorses de cheville et une rééducation bien faite et prolongée jusqu'à ce que le professionnel dise « c'est bon, vous pouvez y aller ». Mais il ne faut pas s'arrêter avant. Docteur Petitjean, avez-vous une question? Oui, j'ai vu souvent partir des gens avec des cannes anglaises de service d'urgence et on leur dit, on leur met une orthèse et dans 15 jours, vous irez voir votre médecin et vous verrez pour faire du kiné. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est mon fléau. Parce que souvent, une fois encore, j'ai dit l'orthèse, il faut la mettre, mais il faut quand même bouger aussi. Donc, encore une fois, je suis plutôt dans l'idée qu'il faut décharger, mais dans la limite de la douleur du patient. Mais il faut sécuriser aussi. Donc, pour moi, il faut apprendre au patient à déceler aussi ces signes-là chez lui pour qu'il sache qu'est-ce qu'il peut faire et ne peut pas faire dans ses limites de douleur. Oui, j'apprécie beaucoup cette sagesse dans les conseils donnés. Effectivement, ne pas rester immobile, mais rester dans les limites de la douleur. C'est une question d'équilibre, c'était l'éternel problème. Merci beaucoup, Elodie. Merci d'avoir fait l'effort de préparer ce très beau diaporama. Merci à vous aussi.